Aujourd'hui, je vais vous présenter les Value Objects, qui est un type d'objet un peu particulier en programmation pour encapsuler de la logique particulière. C'est la première fois que je fais une présentation, donc veuillez pardonner un petit peu mon angoisse. Et j'ai mal dormi, ma fille a mal dormi également, donc on a tous mal dormi, un petit peu de fatigue, mais ça devrait bien se passer. Ah. Voilà. Alors, en introduction, donc je m'appelle Rémi Hennequin, je suis développeur Ruby et Rails depuis à peu près 10 ans. Actuellement, je suis développeur chez Thoughtbot et sur mon temps libre, j'aime bien faire des bibliothèques surtout liées à l'astronomie. En ce moment, j'en ai créé une qui s'appelle Astronoby, qui permet actuellement de récupérer des informations sur le Soleil et à terme, potentiellement la position des planètes dans le ciel, les éclipses, les phases de la Lune, des choses comme ça. C'est un petit peu compliqué, mais si vous voulez venir participer, c'est avec grand plaisir. Et je travaille chez Thoughtbot, qui est du coup une société de conseil, initialement basée aux États-Unis, mais qui a aussi un pôle dédié pour Europe, Afrique et Asie de l'Ouest. Assez connu, je pense, parmi vous pour l'open source, notamment FactoryBot ou des bibliothèques comme ça. Et on est un petit peu partout sur des blogs, des podcasts et voilà, sur GitHub en open source. Alors, les Value Objects, du coup, c'est des objets un petit peu particuliers pour encapsuler de la logique métier très restreinte en termes de valeur. Bon, je vais aller un petit peu plus loin que juste c'est des objets de valeur. Ça permet notamment de remplacer ce qu'on appelle les primitifs ou primitives, comme si on utilise juste des entiers ou juste des arrays ou des hashes. C'est pour pouvoir gérer de la donnée en encapsulant dans un objet. Donc, par exemple, des exemples qu'on retrouve notamment dans Rails ou même ailleurs, on a duration pour vraiment une période de temps, on a time qui est un instant donné dans le temps, on peut avoir une distance, peu importe l'unité, un angle, une couleur, beaucoup de choses de la vraie vie peuvent être déclinées en des value objects. Alors, qu'est-ce que ça fait un value object? Normalement, ça fait rien, ou on essaye que ça en fasse le moins possible, parce que le but, c'est justement de sortir la logique de la donnée de la logique du comportement. C'est vraiment pour encapsuler. On peut évidemment avoir un petit peu de comportement, notamment sur des histoires de conversion, de normalisation, mais le but d'un value object, c'est vraiment de représenter une donnée, de répondre à des questions concernant cette donnée, fournir des informations, mais pas trop interagir avec le reste des programmes. En downside, on a quand même ça a une tendance à créer un peu plus d'objets parce qu'on va avoir des objets qui sont plus sur du comportement, des objets qui sont plus sur de la valeur. Après, il n'y a pas une façon de faire, mais ça peut créer ce genre de comportement si on est attaché à ça. Alors, première caractéristique vraiment importante des value objects, c'est, alors je ne sais même pas comment on dit en français, à vrai dire, l'immuabilité, potentiellement. Le fait de ne pas changer sa propre valeur. Donc je donne ici l'exemple, si on a par exemple une couleur, et à propos de cette couleur, on veut savoir si c'est plutôt une teinte de vert, donc là, pour la première couleur, c'est oui. Imaginons qu'on introduise du comportement sur un value object, ce qu'il ne faudrait pas, surtout un comportement qui changerait la valeur, on pourrait se retrouver à faire quelque chose sur l'objet, et en fait, la couleur verte ne serait plus vraiment verte. Donc voilà, ce ne serait pas vraiment une très bonne pratique. Donc on essaye plutôt d'avoir de l'immuabilité sur les value objects. Et pour l'implémenter en Ruby, alors une des façons de faire, ça peut être d'utiliser freeze, qui va bloquer tout ce qui va se passer dans l'initialisation. Donc les valeurs vont être frisées, frosées. Et également, on va éviter de créer des méthodes qui vont altérer les données. Donc, par exemple, tout ce qui est méthode de setter. Donc, pour modifier les valeurs, on va éviter d'implémenter ce genre de méthode sur l'objet. Donc, freeze, ça fonctionne comme ça. Si jamais je mets freeze, mais que je fais quand même en sorte que le setter soit accessible, si je crée une distance de 10 et que derrière j'essaye de la changer à 15, je vais avoir une erreur en Ruby. Ensuite, deuxième aspect assez important, c'est l'égalité. Alors l'égalité en Ruby, il y en a plusieurs. On a l'égalité d'identité. Donc c'est par exemple deux personnes qui ont le même nom ne sont pas la même personne. Ça, c'est l'égalité d'identité. Et on a l'égalité de valeur, donc deux pièces de 2 euros
sont peut-être deux pièces différentes, mais elles ont la même valeur chez le boulanger. C'est de l'égalité de valeur. Par défaut, en Ruby, on a de l'égalité d'identité par défaut en Ruby. Donc le double égal va aller vérifier si les deux objets sont les mêmes en termes d'identité, c'est-à-dire c'est leurs value objects qui vont être comparés. Donc imaginons qu'on crée deux utilisateurs qui ont le même nom. Par défaut, Ruby va créer deux object ID différents, donc les deux objets sont considérés comme différents. Dans le cadre d'un value object, si on a deux fois la couleur verte, on n'a pas envie que ces deux couleurs vertes, si elles sont vraiment égales, soient vues comme deux objets différents alors que c'est deux fois la même couleur. Oui, j'ai pris un petit peu d'avance sur cette slide. Donc deux références dans le temps, par exemple, sont les mêmes, même si ce sont deux objets différents. Pour l'implémenter en Ruby, on peut réimplémenter la méthode égal-égal. Ça, c'est vraiment très pratique en Ruby. C'est que comme à peu près tout est un objet et tout est à peu près une méthode sur les objets, on peut faire beaucoup de choses, notamment redéfinir plein de choses. Alors, bon, évidemment, tout n'est pas à redéfinir, mais on peut redéfinir l'égalité. Donc, dans le cadre d'un value object, on peut notamment faire en sorte que deux objets sont égaux sous une nouvelle définition, c'est-à-dire si elles sont du même type, dans notre cas la classe, et si elles ont la même valeur. De cette façon, je peux créer deux fois la durée 5 secondes et elles vont être égales aux yeux de Ruby et toujours être différentes si c'est avec la durée de 6 secondes. Pour Ruby, pour que ça fonctionne bien dans toutes les différentes méthodes internes de Ruby et puis même les implémentations de différentes bibliothèques, on alias en général la méthode EQL, point d'interrogation. Je ne la prononce pas equal parce qu'il y en a une autre qui s'appelle equal, qui est différente, qui est celle-ci, qui est vraiment pour vérifier l'égalité d'identité. Donc en Ruby, si on veut redéfinir le double égal, on fait en sorte que EQL, point d'interrogation, ait le même comportement. Ensuite, on peut avoir de l'égalité sur plusieurs valeurs, parce que tous mes exemples pour l'instant étaient sur une seule valeur, mais un value object n'est pas forcément cantonné à une seule valeur. Ça peut être différentes valeurs concernant, par exemple, une distance et une unité. Dans ces cas-là, on va vérifier et le type et toutes les valeurs, et on va pouvoir justement créer des comportements un petit peu particuliers si jamais on fait des comparaisons qui ne sont pas logiques. Si par exemple on essaye de comparer des miles avec des mètres, on peut le faire, mais en général ça crée des problèmes. Il y a des fusées qui ont explosé à cause de ça. Donc si on pouvait éviter de les refaire, en tout cas en Ruby, on a la possibilité de le faire. Un deuxième truc qui n'est pas hyper connu, c'est la hash equality, donc l'égalité de hash. En fait, tout objet en Ruby a un object ID, mais tout objet en Ruby a aussi un hash. Ce hash, en fait, il va être utilisé en interne par Ruby pour faire différentes opérations, notamment les clés dans des hashes ou les références dans des sets. Donc, par défaut, deux objets qui sont, comme pour l'égalité d'identité, deux objets qui ont la même valeur, par défaut, ont des hashes différents. Ce qui risque de poser des problèmes si, par exemple, on utilise un value object comme référence dans un hash. On ne va pas réussir à retrouver les bonnes valeurs parce que les hashes ne sont pas égaux. Pour implémenter ça, encore une fois en Ruby, on peut le faire soi-même. On redéfinit la méthode hash. Donc, en général, dans les exemples qu'on retrouve, c'est qu'on va juste créer un objet qui sera toujours le même pour deux objets avec la même valeur, c'est-à-dire leur classe et leur valeur. Comme ça, on est sûr que ces deux objets vont toujours envoyer le même hash s'ils sont de la même classe et qu'ils ont la même valeur. De cette façon, on peut faire ces comportements-là que j'ai essayé d'expliquer à l'oral, mais ce n'est pas toujours évident. Si vous mettez par exemple un value object en clé dans un hash, on peut retrouver sa valeur en utilisant un autre value object. Pareil dans une liste en utilisant les méthodes includes ou dans un set, toujours avec la méthode includes. Ça, c'est des choses où si on n'implémente pas la méthode hash, malheureusement, ça ne marche pas. Un tout petit mot sur les structs. Ce que je viens de parler, là, notamment l'égalité de valeur et l'égalité de hash, c'est déjà implémenté dans struct. Donc si vous voulez juste ce genre de comportement et que vous ne voulez pas redéfinir toutes les méthodes, vous pouvez utiliser struct et ça implémente ces comportements, sauf l'immuabilité. Mais sinon, sur l'égalité de valeur, c'est déjà un comportement par défaut des structs. Ensuite,
Parlons un petit peu des comparaisons. Donc pour l'instant, j'ai parlé que de la comparaison en termes d'égalité, mais il y a différents types de comparaisons, donc tout ce qu'on retrouve ici. On a notamment between pour un range, mais on a aussi claim qui va forcer de retourner une valeur entre un minimum et un maximum. Ça, c'est des comparaisons qu'on va aussi pas pouvoir faire avec des objets custom. Donc on va devoir réimplémenter des choses également. L'avantage, c'est que Ruby vient par défaut avec le module comparable, qui permet d'implémenter toutes les méthodes que j'ai mises juste avant d'égalité, supérieure, inférieure, etc. Seulement si on implémente le spaceship operator, un petit peu spécial, le spaceship operator qui va vérifier, retourner des valeurs 0, moins 1. Je ne vais pas rentrer dans le détail du spaceship operator immédiatement, mais ce qui est important de retenir, c'est que si on le redéfinit, comme j'ai montré tout à l'heure pour l'égalité, si on le redéfinit avec le module comparable, toutes les comparaisons sont prises en compte sans qu'on ait besoin de les réimplémenter soi-même. Donc on peut faire des comparaisons de valeurs sur l'égalité, inférieure, ou même utiliser la méthode between. Enfin, on a également les itérations dans les ranges. Donc par défaut, le spaceship operator supporte la présence dans un range. Donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, between. Si on implémente le spaceship operator, on peut déjà utiliser les méthodes between pour savoir si un objet est compris entre un objet et un autre. Par contre, pour tout ce qui est itération, donc par exemple un range, si vous prenez un range de 0 à 5 et vous faites toA, donc toArray dessus, ça va vous créer un array de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4. C'est ça, à chaque fois je bug. Cette itération n'est pas prise en compte sur les objets custom par défaut, sauf si on implémente la méthode suck comme successeur, qui là, dans ces cas-là, permet de gérer l'itération. Donc, dans cette redéfinition, par exemple, on va juste faire en sorte que quand on appelle suck dessus, ça va créer un nouvel objet sur la valeur suivante de la valeur. Pardon, c'est pas toujours évident de parler comme ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à la fin. On a parlé de struct tout à l'heure. Maintenant, parlons un peu de data. Data, c'est une nouvelle classe dans Ruby 3.2, il me semble. Donc, c'est vraiment tout récent. L'avantage, c'est que ça implémente beaucoup de choses qu'on vient de voir. Donc, l'immutabilité, l'égalité de valeur, l'égalité de hash. Et c'est aussi une syntaxe assez pratique pour pouvoir augmenter des objets. Donc là, par exemple, si je veux refaire une classe duration, mais que je n'ai pas envie de faire toute une classe et implémenter tout à la main, je peux utiliser juste un data, j'inclus comparable, je mets le spaceship operator, le successor, et tout ce que je viens de dire depuis le début de la présentation est déjà implémenté. Toutes les égalités, les comparaisons sont déjà implémentées. Un dernier point un petit peu sur l'arithmétique. Donc on a vu les comparaisons, mais ensuite des fois on aime bien jouer avec les objets, les faire interagir les uns avec les autres, notamment sur des valeurs numériques. On aime bien les additionner, multiplier, faire des choses. Alors là, je n'ai pas vraiment de conseils précis parce que ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. En général, le plus, le moins, c'est des méthodes qu'on peut réimplémenter parce que, par exemple, une distance 5 mètres plus 5 mètres, bon, ça paraît assez logique que ça fasse 10 mètres. Il y a d'autres opérateurs qui ne sont pas aussi logiques, par exemple la multiplication. Si on essaye de se référer un peu plus au monde réel, une distance multipliée par une distance, ça ne fait pas une distance, ça fait plutôt une surface. Donc là, on aurait potentiellement des problèmes de cohérence si on ne gère pas les unités. Donc là, il n'y a pas vraiment de bonne solution. C'est vraiment au cas par cas en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, pour des numéros de téléphone, si on implémente une addition, bon, bah, un numéro de téléphone plus un numéro de téléphone, ça pourrait marcher, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Pas forcément. Des value objects qui existent dans la vraie vie, on a time, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un value object, un instant précis dans le temps. On a ensuite des bibliothèques comme Money qui créent voilà, une valeur monétaire en fonction de la monnaie. J'ai oublié comment on dit, en euros, en dollars. C'est une... Merci. C'est une devise. Donc là, pareil, dans le cas par exemple de Money, ils autorisent la multiplication de Money avec Money ou même de Money avec juste un nombre. Donc 5 € fois 5, c'est quelque chose qu'ils supportent. Donc encore une fois, l'arithmétique, c'est quelque chose qui peut vraiment se faire au cas par cas. Et après, bon, un petit peu de pub perso. Si vous utilisez Astronomy pour faire de l'astronomie, vous pouvez utiliser des value objects comme les angles, qui restent un value object, peu importe l'unité.
Et voilà, c'est bon pour moi. Un tout petit rappel sur Thoughtbot, si vous voulez nous faire participer, si vous avez besoin d'implémenter des fonctionnalités, ou vous avez besoin d'un domaine d'expertise particulier ou renforcer une équipe technique, nous sommes disponibles et accessibles sur notre blog, nos podcasts et en open source. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En fait, mais est-ce que tu peux revenir sur la slide d'arithmétique, s'il te plaît? Parce que là, du coup, le maître 5, c'est la nouvelle syntaxe pour les datas, avec les crochets. Je ne sais pas si je vois bien. Tu peux répéter? Parce que du coup, tu as mis maître crochet 5, c'est la syntaxe pour définir un data, une instance de data? Oui, alors on peut utiliser maître.new avec la valeur, Ouais, ou on peut directement définir la valeur avec 5. ok. Je l'ai mis pas pour faire fancy, mais juste parce que bon, c'était un Non, peu mais trop j'avais court jamais sur vu, la c'est pour slide. ça que je regarde. Et si tu as plusieurs paramètres, tu mets une virgule, j'imagine? Il me semble. Et tu peux les Je suis pas nommer? tout à fait sûr. De quoi? Tu peux les nommer aussi? Tu peux les nommer, mais il me semble que c'est comme les structs, où c'est l'ordre dans lequel tu as défini le struct. Mais il me semble que data, tu peux faire les deux. Il me semble que tu peux mettre les valeurs les unes après les autres si tu respectes l'ordre, Ouais, ou nommer avec des keys, ok. des keys param. Intéressant, je n'avais pas vu ça. Merci. Quelqu'un d'autre? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de comment tu les utilises, ces value objects? On a un peu aperçu l'astronobie, comment c'était utilisé, mais enfin, c'est quoi l'intérêt en conditions réelles en fait? Alors, je vais parler d'astronomie, pas pour appuyer, mais parce que j'ai pas mal bossé dessus, donc j'ai un petit peu de vision dessus. C'est assez pratique déjà pour la lisibilité. Si je fais des calculs arithmétiques ou des calculs de trigonométrie et que je suis en train de manipuler des angles, j'ai pas envie de me trimballer des variables qu'il faut que je nomme particulièrement pour savoir quelle est l'unité, quelle est la valeur, de quoi je parle. Déjà, nommer des variables, c'est déjà un boulot compliqué dans notre domaine. Si on peut déjà définir à quoi correspond un angle, c'est déjà pas mal. Et derrière, moi, je veux juste m'occuper du fait que ce soit un angle. Donc c'est vraiment pour encapsuler la donnée et pas pour m'occuper de quel est son support, quel est son format. Voilà, dans un calcul avec des angles, je veux juste gérer des angles. Je n'ai pas envie de savoir est-ce que je l'ai initialisé en radians, en degrés, en heures. Ça, c'est des détails que je veux utiliser dans le calcul. Mais quand je manipule l'angle, je veux juste savoir que c'est un angle. Donc pareil, si c'est une distance, si c'est une couleur. Voilà, par exemple, une couleur, si je la mets juste dans une variable qui s'appelle vert, bon, ça marche, c'est une chaîne de caractères avec la couleur. Mais si je veux lui poser des questions, alors est-ce que je vais mettre cette couleur dans un nouvel objet, ou est-ce que je vais plutôt créer un objet, un value object, où je lui donne la référence et derrière je laisse cet objet me retourner des informations concernant cette couleur plutôt que lui demander. C'est un petit peu le principe de tell don't ask. Oui, c'est ça, tell don't ask, où c'est l'objet qui va donner des informations plutôt que le programme extérieur qui va demander des informations. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimé. Merci beaucoup.